Bonsoir tout le monde, je suis Asma Amdouni, médecin généraliste marocaine. Ce soir, nous allons discuter un sujet très important pour rester en bonne santé, selon la définition de l'Organisation mondiale de la santé, OMS. La santé est un état complet de bien-être physique, psychique et mental. Donc, pour assurer un complet état de bien-être, il faut apprendre à vivre en paix, il faut apprendre à retrouver la paix. Pour arriver à ce stade de paix interne, parce que normalement, si j'ai lu un proverbe que j'ai trop aimé, où on a dit que si tu as des ennemis à l'intérieur, tu pourras jamais vaincre les ennemis. Je sais pas, un truc comme ça. C'est-à-dire que si tu as des ennemis dans ton cœur, jamais tu pourras aller très loin. Et chez nous, les musulmans, en islam, normalement, on doit pardonner tout le monde et on ne doit jamais adopter cette culture de rancune parce que c'est très mauvais, c'est très nocif pour notre santé. Ça va, docteur? Bonsoir. Bonsoir, monsieur Tafsi, ça va, vous allez bien? Alors, bonsoir, Lala Assia, c'est gentil. Bonsoir. Alaikum salam, monsieur Nofal. Alors, la paix. Il y a déjà un premier live par rapport à la paix qu'on a fait cet après-midi, je pense. Et puis, ce soir, j'aimerais continuer notre discussion. Alors, on a tous envie d'être intelligent, ok? Bonsoir, monsieur Saïd. Intelligente, live en français, tu parles avec les Français au Maroc. Ben, bonsoir tout le monde, bonsoir. Alors, toute personne qui m'aime et qui prend du plaisir à écouter ce que je suis en train de dire, ce que je suis en train d'aborder, ce que je suis en train d'évoquer. Alors, j'aimerais vous dire que le respect et l'amour est mutuel, ok? Voilà. Donc, la paix interne. On va parler de la paix interne et combien c'est important de retrouver cette paix. Pourquoi c'est difficile? Pourquoi c'est difficile de pardonner? Pourquoi c'est difficile d'oublier les peines? Pourquoi c'est difficile d'oublier ce que les gens nous ont fait? Alors pour moi, la réponse est simple. D'après une modeste expérience dans le domaine de l'addictologie, tabaco, suivi des maladies chroniques comme l'hypertension artérielle, le diabète, les maladies de système, beaucoup de choses d'une façon générale, parce que je suis médecin généraliste. Alors, ce que je peux vous assurer, c'est que ce n'est pas facile de retrouver la paix interne. Ce n'est pas facile. Pourquoi? Parce que il y a des équations dans cette vie, comme la confiance en soi, comme la paix interne, qui nécessitent une formation et une éducation. Ok? Donc, si le patient n'est pas bien éduqué, il va souffrir. Je vais vous donner un petit exemple très simple. Quand tu veux traiter deux patients souffrant de la dépression, tu as, par exemple, le premier patient, c'est quelqu'un qui est très bien cultivé sur le plan médical, il sait très bien de quoi s'agit-il, il a déjà entendu parler de la dépression. Moi, je me rappelle très bien, lorsque j'étais au lycée, je pense en première année, tronc commun, c'est-à-dire première année de lycée, on a eu un cours, notre professeur de français nous a fait un cours, ok, on a créé un débat. On a discuté toute une heure, toute une séance, et elle a proposé le sujet de la dépression. C'est-à-dire, j'avais quel âge? 12, 3, 15, j'avais 15 ans. Donc, à l'âge de 15 ans, on a étudié la dépression au lycée. Mais malheureusement, des fois, on voit des gens qui ont un très grand diplôme, bien loin de la médecine, et ils n'ont jamais entendu parler de la dépression, ils n'ont jamais étudié ça. Moi, je me sens chanceuse. Voilà pourquoi j'aimerais partager avec les gens qui n'ont pas eu la chance que j'ai eue pour pouvoir faire profiter les gens de mon expérience. D'accord? Donc, premièrement, l'éducation retentit intensément sur l'état de santé des gens. Parce que quelqu'un qui a une bonne éducation médicale ou une éducation générale ou une culture générale, au moins, il aura quelques
étincelles, ok, quelques informations qui pourront l'aider à, premièrement, ne pas retarder un diagnostic, parce que toutes les maladies, lorsqu'elles sont traitées précocement, en général, la prise en charge est beaucoup plus facile que si on découvre la maladie à un stade tardif. C'est clair, hein, c'est mathématique, c'est évident. Okay, tu n'as pas besoin d'être un médecin pour comprendre que plus tu découvres un problème précocement, c'est-à-dire précocement, très tôt, plus les choses seront faciles à gérer. Même dans les problèmes familiaux, les conflits, même les conflits sont plus faciles à gérer lorsque tu les traites et tu les découvres précocement. Je vais vous donner un exemple très concret, bien loin de la médecine. Bon, pas bien loin, mais un exemple du quotidien, si vous voulez. Par exemple, quand tu as un problème avec quelqu'un, un malentendu, c'est-à-dire il s'est passé quelque chose, tu es fâché, il y a une tension, il y a un accrochage, il y a je sais pas quoi. Si tu as cette culture, on revient toujours à l'éducation et à la culture. Si tu as cette culture de résolution de conflits, de réunion, je pense que les choses seront très simples. Voilà ce que les gens doivent comprendre, c'est que la discussion, la communication est un moyen très intéressant. La discussion, la communication, c'est un moyen très important, non seulement dans la résolution des conflits, mais également dans l'évolution et l'épanouissement des relations. Donc, pour moi, j'ai une idée claire, fixe, que je ne vais jamais changer. Toute personne qui ne sait pas discuter est une personne à éviter. Toute personne qui ne sait pas communiquer est une personne à éviter. Toute personne qui insulte les gens est une personne à éviter. Toute personne qui ne sait pas sa vraie valeur est une personne à éviter. Elle est très toxique. Même si elle est gentille, même si elle est aimable, même si elle est serviable. Toute personne qui pose trop de questions sur ta famille, sur tout ce qui est intime, sur tout ce qui est personnel, est une personne très toxique. D'accord ? Si vous voulez plus de détails, à vous la parole maintenant. Je vais lire vos commentaires. Alors les faux comptes, j'aimerais vous dire que vous allez tous être bloqués. Les faux comptes, pour moi, ce sont des psychopathes. Les psychopathes doivent voir un psychiatre, avec tout le respect qu'on vous doit. Quand je reçois un psychopathe dans mon cabinet, je suis très heureuse. Ok, qu'il me donne sa carte nationale, qu'il qu'il respecte la loi interne de mon cabinet, ou il doit solliciter un médecin au secteur public. Quand le psychopathe ou quand le malade qui a un problème psychico-mental nous rend visite d'une façon professionnelle, on aime bien ça, on est très heureux, on est très serviable. Mais quand un psychopathe veut faire un faux compte pour venir nous embêter, alors là, on va vous bloquer. Parce que pour nous, c'est un crime. Tu mets pas ton nom, tu as un faux compte, tu es malade. Alors même les malades se trouvent en prison. Le juge, quand tu vois un malade qui a tué quelqu'un, il va pas lui dire non, toi tu es malade, tu peux rester dehors pour assassiner une série de gens. Non. D'accord ? Il faut qu'on appelle un chat un chat. Tu es un faucon, tu es malade. Tu es malade, je ne dois pas te parler. Je n'ai pas le droit. Parce que peut-être que je peux et je risque de te vexer sans faire attention. Donc soit tu me déclares tu es malade, je vais faire très, très attention en te parlant. Soit tu veux m'embêter et m'harceler ou me déranger, je vais te bloquer. Donc faucon égale quelqu'un à bloquer. Gardez toujours ça dans l'esprit. À chaque fois que quelqu'un essaie de vous contacter ou de vous embêter, vous le bloquez. Point. J'ai une bonne expérience dans les lives, je sais très bien de quoi je parle. Faut quand tu es malade ou criminel. Nous, dans notre vie, on n'a pas besoin, on n'est pas obligé. Dans la loi marocaine, dans la constitution marocaine, personne n'est obligé de traiter les gens sur les lives et sur Internet et sur les réseaux sociaux. Ok ? Les soins, le traitement, la prise en charge, le droit à l'accès aux soins existe au Maroc, mais dans les établissements. Ok ? Par des professionnels de santé psychique et mentale, c'est-à-dire des psychiatres. Moi, je ne suis pas psychiatre. Vous avez un faux compte, c'est-à-dire que vous êtes une personne qui est malade, donc vous allez devoir voir votre psychiatre. Point à la ligne. Ravi, moi aussi, je suis ravie. C'est sublime, merci. On vous informe. Merci, Lalla Assia, moi aussi.
Alors, Monsieur Ali, vous allez être bloqué parce que c'est très bénéfique pour la santé de tous les gens qui sont présents ici. Déjà, vous êtes un faux compte, vous avez 11 followers, c'est-à-dire que vous méritez d'être bloqué dans le respect et la politis, comme a dit Jamal Debbouze. Le monde hébreu, ça te convient. Merci, Sidi. Bloc, monsieur, vous devez faire nini, c'est-à-dire dodo. De prendre votre tisane, verveine. Je vous souhaite une excellente soirée. Faites beaux rêves. Bien dit, merci docteur. C'est gentil. Merci pour l'excès. Je vous en prie. Salut, vous êtes merci beaucoup. Merci, vous êtes très aimable. Alors là, c'est comme si on va faire des cours accélérés d'intelligence émotionnelle et d'immunité émotionnelle dans les réseaux sociaux. Ok? Bien. Alors la paix interne. On a dit que l'éducation joue un rôle très important. Si tu n'es pas éduqué pour être protégé, tu ne seras pas protégé. Si tu es éduqué pour être vulnérable, tu vas rester toute ta vie vulnérable. Si tu as été éduqué pour être manipulable, tu vas rester toujours manipulable. Si tu as été éduqué pour être victime de manipulation, tu seras toujours victime. D'accord? Donc, premièrement, avant de traiter quelqu'un, moi j'ai lu ça dans un livre de gynécologie. Je pense à un livre américain de gynécologie, où on a dit que avant de traiter quelqu'un, il faut chercher, comprendre, analyser toutes les caractéristiques de cette société. Par exemple, tu pars dans une ville, tu t'installes là-bas, tu fais ton cabinet et tout, ou tu travailles dans un hôpital. La première chose à laquelle tu dois penser, c'est essayer de comprendre la population. Si tu ne comprends pas la population, si tu ne connais pas les types d'automédication qu'on fait, c'est-à-dire quelle plante, quelle herbe, les épices, la façon de préparer le repas. Il y a des gens qui mangent du saignant et saignant, pardon. Il y a des gens qui ont des habitudes alimentaires qui peuvent fortement influencer leur état de santé, leur composition hydroélectrolytique, beaucoup de choses. D'accord? Donc je pense que c'est pas intelligent de ne pas suivre les recommandations des professeurs en médecine qui disent que tu dois connaître les caractéristiques, toutes les caractéristiques, toutes les habitudes, tout ce qui est en rapport avec la culture de la société que tu veux traiter. Soit tu vas agir ainsi, soit tu vas t'investir dans la compréhension des gens que tu vas traiter, soit que tu vas les traiter d'une façon qui est très bien loin d'être intelligente. Ok? L'enfant doit être éduqué à 20 ans avant sa naissance, voire plus. Bravo, trop bien dit. C'est-à-dire qu'il faut éduquer les parents. Alors, comment est-ce que l'éducation peut retentir sur l'état de santé? Premièrement, quand on discute avec le patient, soit il va comprendre la thérapie, soit il ne va pas comprendre. Soit il va admettre sa maladie, soit il ne va pas admettre. Soit il va adhérer au traitement et le respecter, c'est-à-dire il va assurer une bonne observance du traitement, soit il ne va pas respecter ça. Quand tu dis à quelqu'un, ce médicament, c'est un antibiotique, il doit être pris pendant 8 jours, sinon tu vas développer, ou les bactéries vont développer une résistante, ils vont devenir encore plus agressives, il va te comprendre. Mais il y a des patients qui ne comprennent pas ça, qui ne veulent pas comprendre. Il te dit, ils ont vraiment un esprit très limité, c'est-à-dire, quand tu expliques à un scientifique, monsieur, je vais prescrire un antibiotique, et cet antibiotique doit être pris pendant 8 jours. Même en remarquant une nette amélioration clinique, vous devez continuer à prendre votre traitement. Alors il va comprendre, il va te dire pourquoi. Déjà quand le patient est bien cultivé, qu'est-ce qu'il fait? Il pose des questions. Mais il y a des gens qui sont très têtus, ok? Il y a des gens qui respectent les recommandations du médecin. Pourquoi? Parce que
même s'ils sont des ignorants, mais s'ils ne sont pas bien éduqués sur le plan médical, mais on te fait confiance à 100%. Sinon, on a peur de toi, sinon on a peur d'être malade. Ça, c'est autre chose. Mais il y a des gens qui sont têtus, qui croient, monsieur, c'est tout. Vous les connaissez, hein? Dans tous les domaines, ça existe. Sauf qu'en médecine, c'est un peu grave. Tu lui dis, vous devez prendre le médicament pendant 8 jours. Il te dit, ok. Après 2 jours, 3 jours, il s'est parfaitement bien amélioré sur le plan clinique. C'est-à-dire, il n'a plus ses symptômes. Il va très bien. Et qu'est-ce qu'il fait? Il décide d'arrêter le traitement. Alors, je pense qu'on doit même créer toute une série de lives par rapport à l'art de prendre une décision. Je pense que c'est un sujet très important. Quand tu veux prendre une décision, il faut savoir que la dernière chose qu'on peut faire, c'est de prendre une décision. Sauf si c'est urgent. Donc toi, quand tu décides de prendre la décision d'arrêter un médicament, alors sur quoi tu t'es basé? Sur une amélioration clinique. Parfait, ok. Mais qui t'a donné le médicament? Le médicament, c'est une machine. J'aime pas qu'on m'appelle le soir. Oh my God. Je m'excuse, c'était juste un retour d'une consultation à domicile que j'ai eu aujourd'hui. Ça va, vous arrivez à m'entendre? Alors je vais en profiter pour lire vos commentaires. J'aime la manière de traiter les sujets. Merci, monsieur Reda, c'est gentil. Bonsoir. Vraiment un discours fait quand... Merci. Ça va, s'il vous plaît? Est-ce que le live marche bien? J'étais obligée de répondre au téléphone.
Oui, merci beaucoup. Alors, l'éducation. Premièrement, je vais partager avec vous les difficultés qu'on trouve en médecine générale pour traiter les gens selon le niveau d'éducation, surtout dans le domaine médical. Alors, les gens scientifiques veulent comprendre, très bien. Mais pour chaque qualité, il y a un côté négatif qu'il faut connaître au début pour travailler dessus. Par exemple, si tu es scientifique, tu es curieux. Ça, c'est parfait. Mais si tu es scientifique et tu n'es pas confiant en toi, qu'est-ce qui va t'arriver? Tu vas continuer à chercher sur Internet. Et quand on surfe sur Internet, on tombe dans un grand problème, c'est l'anxiété, c'est la peur, c'est la terreur, c'est les faux diagnostics, c'est les scientifiques ont tendance à vouloir avoir le plaisir de jouer, c'est-à-dire ils ont cette curiosité, ce pouvoir d'analyse et tout, ils essaient d'analyser, alors que chaque domaine a sa propre logique. Par exemple, toi tu es mathématicien, tu es physicien, ok? Très bien, donc c'est pas loin de la médecine. Tu essaies d'analyser tout, tu crois que tout a une solution. Les mathématiciens croient que tout a une solution. Alors qu'en médecine, non. En médecine, nous avons des prédispositions, ok, et nous avons une composante génétique. Nous avons les données ne sont pas toutes vraies. Par exemple, quand quelqu'un te dit j'ai mal à la gorge, peut-être qu'il n'a pas un problème au niveau de la gorge, mais peut-être qu'il est en train de somatiser, c'est-à-dire il n'est pas malade, mais il a un problème neurologique qui lui fait sentir quelque chose qui n'existe pas. Donc moi, en médecine générale, je dois tout chercher, je dois tout mettre en évidence et je dois rien rater. Voilà pourquoi la médecine générale est plus difficile, plus vague que les spécialités. Dans les spécialités, en général, tu as un terrain, tu peux te spécialiser dans ce terrain, tu peux vraiment faire d'excellentes choses. Mais en médecine générale, tu nages dans un océan et tu dois rien rater. Je vais essayer un peu de vous rapprocher un peu de cette science qui est la médecine. Alors, par exemple, tu as une froideur des membres inférieurs, ok? Toi, tu crois que tu as un problème de chaleur. Tu vas peut-être penser à donner un traitement symptomatique, c'est-à-dire un traitement du froid. Peut-être que tu veux appliquer une pommade, peut-être qui va réchauffer votre peau. Peut-être que tu vas penser à donner un médicament qui va diminuer la douleur, parce que tu as de la douleur et tu as du froid, ok? Et tu as une froideur. Tu vas peut-être penser à donner un anti-inflammatoire parce que tu crois que tu as un problème au niveau des articulations, parce que tu n'arrives pas à bouger tes articulations. Voilà pourquoi le diagnostic électronique ou le diagnostic automatique, plusieurs études ont été faites, mais je pense que rien ne pourra remplacer le médecin. Alors, par exemple, tu donnes tes données, tes informations, tout ce dont tu souffres. J'avais même un ami informaticien qui m'a proposé ça. Mais tu crois que si tu as mal dans tes articulations, dans tes chevilles, c'est-à-dire que tu as une inflammation, et si tu prends tout seul un anti-inflammatoire, tu auras une amélioration et tu vas croire que tu es génie, que tu es intelligent. Écoutez, je vais vous dire quelque chose de très important. Toute personne qui se croit intelligente est une personne qui n'est pas intelligente. Premièrement, ce n'est pas de la confiance en soi. Parce que la confiance en soi, c'est pas quelque chose qui vient comme ça du ciel, qui tombe du ciel, non. La confiance en soi, c'est un voyage. C'est comme le succès, c'est un voyage. Ce n'est pas une destination. Ce n'est pas un objectif. Moi, j'ai pas comme objectif la confiance en soi. Non. Moi, je m'en sers pour arriver à des objectifs que je veux. La confiance en soi, c'est un outil. C'est comme la douche. Tu la prends 2 fois par jour. Pourquoi? Parce que c'est important. Ça t'aide à bien dormir. Ça t'aide à bien commencer ta journée. Ok?
Je vis pas pour prendre ma douche, je la prends pour bien vivre. On mange pas pour vivre. On vit pas pour manger, on mange pour vivre. Donc, nous, on vit pas pour avoir de la confiance en soi. Si tu as comme objectif la confiance en soi, c'est-à-dire que tu es malade. Malade, c'est-à-dire que tu souffres, ok? Ça ne veut pas dire que tu es psychopathe, tu es fou, non. Et même si tu l'es, c'est pas la fin du monde, hein? Donc, si tu as dans ta tête ce problème de confiance en soi, tu dois admettre que tu es malade. Toute personne, je suis vraiment désolée, mais je vais vous parler d'une façon très juste, comme ça, on ne va pas continuer à me jeter des fleurs sur vous. On a tous vécu, ou on est tous passés par une station dans notre vie où on s'est senti moins confiant. C'est normal. Mais c'est quoi la différence entre les gens? C'est que il y a des gens qui admettent qu'ils sont faibles à ce moment-là et qui vont solliciter un professionnel de santé uniquement pour travailler sur la confiance en soi. Et il y a des gens qui te disent non, moi je suis pas faible, je suis pas malade. Alors moi, personnellement, en tant que médecin, en tant qu'une dame, c'est-à-dire scientifique, je pense que toute personne qui a un problème de confiance en soi est une personne malade. Donc, elle doit admettre sa maladie. Et si tu as comme objectif, comme rêve, la confiance en soi, c'est-à-dire que tu es malade et tu as comme rêve ou comme objectif de guérir. La confiance en soi n'est pas une médaille, non. Ça, c'est clair. Je ne parle pas des enfants, des adolescents, non. Enfants, adolescents, ils sont en train de travailler sur la confiance en soi. Ils ont besoin de leurs parents pour les aider et non pas pour détruire la confiance en soi. D'accord? Mais toi, à l'âge adulte, si ton principal objectif toute la journée, c'est de confirmer, d'affirmer que tu es confiant, c'est-à-dire que tu es malade. Donc, soit tu arrêtes, tu admets les choses et tu pars te soigner, soit tu vas continuer à souffrir. Pourquoi je vous dis ça? Pour que la prochaine fois, lorsque vous parlez à quelqu'un et que vous remarquez qu'il fait tout pour montrer qu'il est confiant en lui, il faut savoir qu'il est malade. Alors là, on va ouvrir une grande parenthèse des pervers narcissiques. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts à nager? Je vais lire vos commentaires. Y a-t-il un accès authentique, naturel, non clinique pour ces tics mentaux? Quel tic? Moi, j'ai pas traité le sujet des tics. Quel tic? Est-ce que le live marche bien, s'il vous plaît? Je veux juste savoir, est-ce que le live marche bien? Merci. Alors, mentalité, rapport, lien entre la mentalité des gens, le niveau culturel, l'éducation et l'état de santé. Puisque vous n'êtes pas prêts, puisque vous ne m'avez pas donné l'accord pour traiter la confiance en soi et le pervers narcissique, je vais poursuivre mon explication par rapport aux malades scientifiques qui n'ont pas une éducation médicale et qui comparent la médecine aux autres sciences. Et par la suite, ils tombent dans un piège très, très, très difficile à gérer. Alors, quand tu compares la médecine aux autres sciences, par exemple, tu as mal, tu as froid, tu as une froideur au niveau des pieds, tu as une douleur, tu n'arrives pas à bouger tes articulations, tu vas te baser uniquement sur les informations, c'est-à-dire tu vas chercher sur Internet, douleur au niveau de l'articulation, j'arrive pas à bouger mon articulation, j'ai une douleur matinale, donc tu vas te dire, douleur matinale, c'est-à-dire douleur inflammatoire, peut-être que j'ai une inflammation au niveau des articulations, je vais prendre un anti-inflammatoire, tu pars à la pharmacie, ou je sais pas d'où est-ce que tu peux avoir un anti-inflammatoire, tu le prends, tu touches une discrète amélioration, tu te crois ingénieux, tu te crois intelligent. Ça, c'est grave. Vous savez pourquoi? Je vais vous donner une autre explication à la froideur et à la douleur des membres inférieurs. Moi, je suis passée
par le service de chirurgie cardiovasculaire et j'ai vu plusieurs cas d'ischémie des membres inférieurs. C'est-à-dire, je vais expliquer. C'est-à-dire que aux urgences, on avait l'habitude, moi et les chirurgiens en chirurgie cardiovasculaire, c'est-à-dire les spécialistes qui opèrent les cœurs, qui opèrent les vaisseaux, on a eu l'habitude d'être sollicités aux urgences pour voir des gens qui avaient mal aux pieds. Donc, qu'est-ce qu'ils avaient comme symptômes? D'abord, la douleur des membres inférieurs, c'est-à-dire pieds, par exemple, des jambes. La dame rapporte une douleur importante. Nous avons la froideur, ok? Et nous avons la patiente qui n'arrive pas à bien bouger ses pieds. Donc, un scientifique, un physicien qui se croit intelligent, il va commencer à analyser quelque chose qui ne fait pas partie de sa spécialité. Il va penser à un problème inflammatoire. Et le corps, il te trahit des fois. Pourquoi? Parce que quand tu donnes un anti-inflammatoire, tu peux toucher une amélioration. Mais ce qui est grave, c'est que la patiente est en ischémie. On est en train de développer une ischémie. C'est-à-dire quoi, ischémie? C'est-à-dire que le sang ne part pas, ne circule pas dans ses pieds et elle risque de perdre ses pieds et elle risque même une amputation. C'est-à-dire si la patiente reste comme ça, elle peut finir par se couper, c'est-à-dire amputation. C'est-à-dire on va couper les pieds de cette dame si on n'agit pas rapidement et en urgence. Ok? Je vais reprendre cet exemple pour vous expliquer combien c'est désolant de voir des gens qui ont un diplôme, une formation, qui ont de l'intelligence logico-mathématique et qui ne respectent pas les spécialités. La mentalité, c'est une question de mentalité et d'éducation. Quand tu ne respectes pas tes limites, tu peux t'exposer à un grand risque ou tu peux exposer un membre de ta famille ou quelqu'un qui te fait confiance à un grand risque. Tu as une douleur au niveau des pieds, tu crois que c'est inflammatoire, alors que ce n'est pas inflammatoire. Tu as un problème de circulation. Le sang ne circule plus dans les pieds et on risque de te couper les pieds après la nécrose, après la gangrène. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aider le patient. Il faut faire circuler le sang. Et pourquoi tu as la froideur? Parce que les zones qui ne sont pas irriguées, les zones qui sont pas bien nourries par le sang, les zones où le sang ne circule pas, ne peuvent pas avoir une chaleur normale. Il y a du sang, il y a de la chaleur. Il n'y a pas de sang, il y a une froideur. Donc la froideur que tu as n'est pas en rapport avec l'inflammation, mais en rapport avec le sang qui ne passe pas, qui ne circule pas. Est-ce que vous avez bien compris cet exemple? Alors, aujourd'hui, on a évoqué ce sujet. Pourquoi? Pour vous dire que la mentalité joue un rôle très important. Tu peux discuter, tu peux maîtriser plusieurs langues, tu peux être intelligent sur le plan logico-mathématique, tu peux être intelligent dans plusieurs domaines, physique, chimie, biologie, mécanique, industrie, tout ce que tu veux. Tu peux passer 2 années de classe préparatoire, être bien classé et tout. Tu peux être, je sais pas moi, tu peux être bien évolué, brillant sur le plan professionnel, mais si tu respectes pas les spécialités, tu vas créer des désastres. C'est-à-dire, tu vas te croire intelligent, tu vas retarder un diagnostic, et quand tu retardes un diagnostic d'ischémie de membre inférieur, le patient peut perdre ses pieds à cause de toi, à cause de ton intelligence mal placée. Est-ce que vous avez bien compris la gravité des choses? Est-ce que vous allez continuer à penser à évaluer votre intelligence dans des domaines que vous ne maîtrisez pas? Je vais lire vos commentaires pour savoir est-ce que vous avez des questions. Salut, comment ça va? Je vais bien, merci. En te regardant, on est guéri. Comment? Tout dépend de quel malaise il se peut la goutte. Non, oh d'accord, très bien. Moi, je parle d'une douleur au niveau des 2 pieds, une froideur. Le patient n'arrive pas à bouger ses pieds. Mais vous devez savoir quelque chose.
Voilà pourquoi c'est un peu difficile d'être médecin au Maroc ou dans un pays où tout le monde est médecin. Par exemple, vous avez dit ça peut être la goutte, très bien. Nous, dans notre pratique quotidienne, on voit souvent des gens qui viennent pour te dire, pour évoquer 3, 4 diagnostics. Mon Dieu, mais pourquoi vous vous donnez la peine de mettre des diagnostics? Vous payez, vous dépensez de l'argent pour quelqu'un. Tant qu'il y a quelqu'un qui est payé pour mettre un diagnostic, laissez-le mettre le diagnostic. Si vous avez un problème de confiance, c'est normal, ça arrive, vous devez voir un psychiatre. Vous allez dire au psychiatre, bonjour monsieur le psychiatre, moi je suis pas malade, je suis pas fou, je veux pas de traitement, je veux pas de comprimés, moi je veux juste avoir de la confiance en soi. Je veux juste faire confiance au médecin, je sais pas pourquoi. Je peux pas leur faire confiance. Et il va t'expliquer, il va chercher dans tes antécédents, dans ton passé. Est-ce que tu as déjà perdu quelqu'un en réanimation? Est-ce que tu as déjà perdu un membre cher de la famille au bloc opératoire? Est-ce qu'il t'est déjà arrivé un événement très douloureux? Par exemple, tu as déjà eu un patient alité, grabataire. Est-ce que tu as déjà vu ton père ou ta mère décédé devant tes yeux? Tu pouvais rien faire. Il y a toujours une cause derrière cette peur et cette crainte et ce manque de confiance dans le médecin. Ça arrive, quand on voit quelqu'un qui a peur des médecins, on ne dit pas qu'il est arriéré. Non, du tout, c'est une personne normale. Parce que les gens normaux n'aiment pas partir chez les médecins. Comme a dit Gad Elmaleh, elle a dit, il y avait une dame dans une interview où elle disait, moi je suis normale, je vais au supermarché. Et qu'est-ce qu'elle a dit, Gad Elmaleh? Il a dit, mais t'es pas normal. Si tu étais normal, tu n'allais pas avoir envie de partir au supermarché. Donc, soyons honnêtes avec un esprit sportif. Nous, ça ne fait pas plaisir de partir chez les médecins. Ça nous fait plaisir de partir à un pub, au karaoké. C'est pas une petite balade. Voyage dans un bateau. Je sais pas moi, en fait, on aura envie de faire un match de tennis. On pourra avoir envie de partir au centre de beauté, de se faire belle. On n'a pas envie de partir chez le médecin. Ça fait pas plaisir de partir chez le médecin et raconter ses histoires et tout. Donc quand on voit un patient qui veut pas venir chez nous, donc nous on le considère comme étant normal. Il n'a pas envie de venir. Essayez de vous réconcilier avec vous-même. Essayez d'être honnête avec le médecin. Vous avez tout le droit de me dire, docteur, j'ai pas envie de venir chez vous. Parce que je veux pas être malade. C'est très normal de ne pas vouloir être malade. Et moi, je vais vous aider à admettre votre maladie. Voilà mon rôle. Je ne dois pas vous dire, ah non, vous êtes arriéré parce que vous voulez pas faire un bilan général, vous voulez pas faire un bilan, un frottis cervico-cervical tous les 3 ans. Non, non, j'ai pas le droit. J'ai pas le droit de me mentir et j'ai pas le droit de me mentir. Aller chez le médecin n'est pas quelque chose qui fait plaisir. Sauf si on part chez le médecin pour lui confier nos secrets, pour qu'il nous aide à bien penser, quand on a peur de quelque chose, quand on a trop mal et que quand une fois chez lui, on n'a plus cette douleur, quand il nous fait une petite injection pour nous... Même l'injection, elle est désagréable. Moi, j'aime pas les injections. J'aime pas la prendre la glycémie capillaire. J'aime pas. Je suis médecin et j'aime pas. Moi, j'aime beaucoup mon corps. J'aime bien être traité avec soin et tout. J'aime pas les piqûres. Donc nous, on vous comprend très bien. On sait que c'est difficile. En plus, les gens qui devraient se faire injecter plusieurs fois par jour pour leur insulinothérapie, sincèrement, j'aimerais présenter et exprimer toute mon empathie avec vous parce que vraiment, vous êtes des héros, vous faites un travail merveilleux parce que vous supportez quelque chose que nous, les médecins, on ne peut pas supporter. Moi, j'ai pris un médicament, je ne pouvais même pas l'avaler. Je me suis dit, Asma, mais tu as l'habitude de prescrire ce médicament sans sentir
Là, s'en sortir, et combien c'est difficile, combien c'est douloureux, combien c'est amer, combien c'est, je dirais pas dégoûtant, mais c'est tellement amer à avaler. Mais quand on est patient, on ressent ça. D'accord? Donc gardez toujours dans l'esprit que si vous ne voulez pas partir chez les médecins, vous êtes normaux. Vous n'êtes pas arriéré, vous n'êtes pas malade parce que on l'aime pas. Mais quand on est obligé de faire quelque chose, on le fait quand même pour réduire le nombre et puis la gravité des complications. D'accord? Très bien. Je vais lire vos commentaires. Je pense qu'il y a les commentaires à lire. La spécialisation limite l'innovation. Non, du tout. Non, du tout. Par exemple, aujourd'hui, j'ai parlé à un professeur de réanimation et puis on a discuté beaucoup de choses. Et je pense que quand tu te spécialises dans un domaine, tu deviens vraiment merveilleux, tu deviens vraiment top. Et puis tu rends un grand service à l'humanité, un grand service à la médecine, aux patients. Et tu fais un travail merveilleux, magnifique. Ok? Et tu es motivé pour apprendre de nouvelles choses. Mais quand tu aimes ta spécialité, ok? Il faut aimer ce que tu fais. Par exemple, moi, je veux vous dire, je vais partager avec vous quelques cas que j'ai eu cette semaine. Alors, j'ai vu une mastectomie, c'est-à-dire on a enlevé un sein pour cancer. J'ai vu un œuf clair, c'est-à-dire une grossesse où il n'y a pas d'embryon. J'ai vu, vous voyez combien c'est très varié. Et moi, j'aime beaucoup ça. J'ai vu une éruption cutanée chez un enfant, une installation progressive, chronique, rebelle au traitement. Et puis le patient a bénéficié d'un traitement initial, d'un bilan. Il a été orienté chez le pédiatre. Et voilà. J'ai vu... j'ai vu un problème de... Vous savez, au niveau du périnée, nous avons comme une sorte d'atonie, c'est-à-dire des muscles les releveurs de l'anus, les muscles du périnée et autres muscles qui ne marchent pas très bien, qui sont vraiment très relâchés. Et quand ils ne travaillent pas comme il le faut, qu'est-ce qu'on a? On peut avoir des problèmes au niveau urinaire ou au niveau rectal. D'accord? Et grâce à une toute petite rééducation, la femme a pu retrouver sa continence urinaire, c'est-à-dire elle ne pouvait pas retenir ses urines. Moi, j'étais très, très, très contente de ça, parce que la dame était vraiment allée déprimer. Pourquoi? Parce qu'elle urinait toutes les soirées. Elle ne pouvait même pas imaginer, elle n'avait aucun sentiment, ni d'impériosité, ni du besoin d'uriner. Et ça fait bien longtemps qu'elle en souffre. Donc quand elle dort, elle se réveille le matin avec cette odeur, cette haleine, et elle a commencé à se sentir dégoûtée d'elle-même. Alors moi, je l'ai examiné, j'ai traité ce qu'il faut traiter, je ne peux pas tout partager avec vous, et je lui ai proposé, je lui ai montré comment faire une petite rééducation périnéale. Elle était très reconnaissante, très reconnaissante. Elle m'a dit, je vous admire docteur, parce que vraiment je me sentais sale depuis bien longtemps, et grâce à vous, bon, moi je sais que c'est grâce à Dieu, grâce à vous, je suis devenue propre. Et l'autre jour, elle est venue avec une tenue vraiment très chic, très classe. Elle m'a dit, j'étais privée de tout ça, je ne pouvais pas porter mes vêtements. J'étais obligée de porter tout ce qui est foncé, tout ce qui est noir, tout ce qui est... et je mettais ma couche, et moi, je ne supportais pas mettre une couche, jour et nuit. Même durant la journée, c'est-à-dire elle est éveillée et tout, elle ne pouvait pas retenir ses urines. Vous savez? Alors là, on comprend combien c'est important d'être médecin généraliste, parce que tu vas tout traiter. Elle avait un autre problème qu'elle a totalement pas oublié, mais toléré, parce que tellement elle n'a pas trouvé de solution. Donc pourquoi elle n'a pas trouvé de solution? Parce que elle n'est jamais partie chez un médecin généraliste. Elle a gaspillé, elle a dépensé beaucoup d'argent, et quand elle part, on lui fait l'échographie abdominale,
on lui dit, vous n'avez rien. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est normal. Le médecin spécialiste, il est très bien spécialisé, mais il mérite recevoir des patients qui ont déjà bénéficié d'une consultation de médecine générale, et il doit être gâté. Les spécialistes doivent être gâtés par les médecins généralistes. Quand un spécialiste voit un patient avec une lettre d'orientation qui est bien détaillée, le médecin spécialiste, il fait un travail merveilleux. Mais quand tu le sollicites sans aucun suivi général, chez un généraliste, c'est comme si tu demandes... C'est comme si tu augmentes la probabilité de passer à côté du diagnostic. Et à la fin, il va te dire, tu dois revenir chez ton médecin traitant. Et toi, tu n'as pas de médecin traitant. C'est comme une société qui n'a pas de comptable. Tu n'as pas un médecin généraliste de ta famille, c'est-à-dire une société sans comptable. Vous allez faire quoi pour le bilan? Est-ce que vous avez déjà vu une société sans bilan annuel? Voilà, pour répondre à votre question, la spécialisation limitée à l'innovation, non, du tout. Il suffit de faire ce qu'on aime. Moi aussi, je partage cette phobie de la médecine moderne. Non, la question n'est aimer ou pas aimer. Le problème, c'est qu'on croit plus à cette science de la médecine qui s'exerce actuellement. Je peux rien vous dire, monsieur. Je n'ai aucune réponse. Salam alaikum. Salam alaikum, Jack Daniel. L'angoisse, ça fait partie des problèmes chez les gens qui ne veulent pas partir voir des médecins. Ils ont toujours une histoire. Alors, moi, ce que j'ai remarqué, d'après ma modeste expérience en médecine générale, un jour, j'ai parlé à une dame, je lui ai dit, pourquoi vous ne voulez pas prendre des comprimés? Il est contre les comprimés, contre les sirops, contre toutes les formes galéniques de médicaments. Elle m'a dit, j'aime pas les médecins. J'aime pas la médecine, j'aime pas les médecins, j'aime pas l'hôpital, j'aime pas le divan, j'aime pas la table. Je n'aime pas la médecine. Je n'aime pas les médecins. Je n'aime pas la blouse blanche. Ok. Et je lui dis, ok, pas grave. Vous savez qu'est-ce que j'ai remarqué? J'ai remarqué que sa tante est décédée à l'hôpital et on l'a empêchée de la voir. Et du coup, elle n'aime pas partir chez le médecin parce qu'elle a peur qu'on la retienne ou qu'on empêche sa famille de la voir. Vous voyez? Donc, moi je conseille tous les gens qui ont déjà perdu quelqu'un après une altération d'état général et tout, ou après une hospitalisation dans un service où c'est interdit de visiter le patient librement, c'est-à-dire réanimation, soins intensifs, bloc, je sais pas moi. Des fois, le patient passe directement à la morgue et ça, c'est très douloureux pour la famille. Donc, moi, je pense que toute la famille doit bénéficier d'une prise en charge psychologique et même d'une préparation avant le décès. Vous devez voir un médecin parce que c'est dur. Le fait de perdre un membre de la famille, c'est pas facile. C'est pas facile. Si vous avez souffert, ça ne veut pas dire que vous êtes faible. Hein. Moi-même, j'ai déjà souffert de ça. Écoutez, on est des êtres humains. Et oubliez ce truc-là des coachs, genre, non, tu es fort, mets-toi face au miroir et dis, je suis fort, je vais supporter. Non, non, non. Même notre prophète, nous les musulmans, a déjà pleuré devant la tombe de son enfant. Elle a perdu 6 enfants, je pense. Ibrahim, c'était le dernier. Même le prophète a déjà pleuré, a déjà eu mal. Donc c'est très humain d'avoir une douleur, de faire un deuil. Vous n'êtes pas faible, vous êtes normaux. Attention, il y a beaucoup de gens qui vous disent il faut être positif, il faut pas s'énerver, il faut pas tati, il faut pas tata. Non. On a des réflexes qui sont normaux. On a de la peine, on a le droit d'être triste, on a une peine. Si tu essaies de persuader et de convaincre ton cerveau qu'il doit être fort, tu ne seras jamais fort. Premièrement, si tu veux être fort, tu dois admettre ta faiblesse. Tu vas te dire, ah non, moi je suis faible, je suis battu. Je ne peux pas respirer. J'ai l'impression que je ne vais pas continuer à exister.
C'est difficile pour moi de rester en vie parce que j'ai perdu un membre très cher. Ah oui, je suis très attachée à cette personne. Ah, je dois traiter l'attachement, je dois traiter la dépendance. J'ai peur, j'ai une grande peur. Pourquoi j'ai une grande peur? Peut-être que j'avais une phobie quand j'étais petite. Donc je dois traiter toutes les peurs. Mais pour savoir tout ça, tu dois bénéficier d'une formation ou d'une éducation médicale à l'école. C'est-à-dire, ce que je suis en train de dire maintenant, c'est très 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 général. Normalement, vous, vous devez et vous méritez avoir une explication très spécialisée de la part d'un pédopsychiatre. Salutations à tous les pédopsychiatres. Parce qu'ils savent très bien comment manipuler notre enfant intérieur. Hein. On mérite tous des discussions très spécialisées avec, et surtout très personnalisées avec un pédopsychiatre pour comprendre d'abord qu'est-ce qui nous arrive. Hein. Une tristesse, un deuil difficile, ça peut être décomposé en plusieurs choses. C'est-à-dire, tu as perdu quelqu'un de très cher. Tu n'aimes plus partir chez le médecin. On a oublié la mentalité des gens qui ne veulent pas partir chez le médecin. Vous avez remarqué? Donc tu as un comportement et ce comportement a une autre explication. Voilà pourquoi la médecine 5 étoiles est merveilleuse. C'est-à-dire qu'on ne reste pas coincé dans le symptôme, dans tout ce qui est apparent. Apparemment, tu es arriéré. Apparemment, tu es fou. Apparemment, tu es, je sais pas moi. Les gens te disent, non, tu es fou, tu ne veux pas partir chez le médecin, tu es arriéré, tu fais partie du tiers. Non, il n'est pas arriéré. C'est quelqu'un qui a souffert et qui nécessite et qui mérite toute l'attention médicale. Et il suffit de confier les causes pour lesquelles il ne veut pas partir chez le médecin. D'accord? Donc regardez comment est-ce qu'on a pu éviter le jugement. On n'a pas jugé le patient, mais on a essayé de le comprendre, de le mettre en valeur et de chercher les causes qui l'ont poussé à détester la médecine, les médecins, détester l'hôpital. Pourquoi? Parce qu'il a mal vécu une expérience qui est très douloureuse. Et ce qui rend les choses plus difficiles et plus douloureuses, c'est que les gens te disent sois confiant, sois fort. Mais moi je suis fort, mais j'ai eu un réflexe. Et ce réflexe est mélangé, c'est un panaché. Il y a beaucoup de choses. Il y a des choses qui remontent à bien longtemps. Des années et des années. Ok? Très bien. Bonjour tout le monde, je suis vraiment désolée pour les gens qui ne comprennent que l'arabe, je suis vraiment désolée. Hein. J'ai rencontré beaucoup de problèmes, j'ai même été menacée. Voilà pourquoi j'ai renoncé à tout type de discussion en arabe. Quel est le côté obscur du métier de médecin? Moi, j'aime pas parler de tout ce qui est obscur. J'aime bien, moi j'aime bien ce que je fais. Quand on aime ce qu'on fait, il n'y a rien d'obscur, il n'y a rien. Il n'y a rien, on admet tout. Et on s'amuse, on fait ce qu'on veut. Vous voyez? La peur, c'est un réflexe normal chez tous les êtres vivants. Bravo, monsieur Mohamed, bravo. Ça rassure. Quand quelqu'un te dit que la peur est normale, déjà, ça te permet de diminuer la peur. Quand quelqu'un te dit que c'est normal de passer par des moments où la confiance en soi est un peu effondrée, ça t'aide à avoir plus confiance en toi. Vous voyez? Il faut traiter intelligemment. On n'est pas là pour juger, on n'est pas là pour vous demander de vous positionner sur une chaise et vous attaquer. Mauvais pronostic du médecin généraliste m'a fait perdre mon père. Alors, monsieur Hussein, avec tout mon respect, ok, mais j'aimerais vous dire que vous n'avez pas raison déjà. Ce que vous êtes en train de dire n'est pas vrai. Mauvais diagnostic du médecin généraliste. Bon, je suis désolée pour votre papa, hein, que son âme repose en paix, mais j'aimerais vous dire quelque chose. Si vous n'avez pas des preuves, si vous n'avez pas un carnet de santé, si vous n'avez pas des documents, vous ne devez pas dire quelque chose. Voilà pourquoi dans la première partie de la thérapie de la paix, je vous ai dit que si vous n'avez pas les écrits restent et les parents s'envolent. Et moi, je ne suis pas censée juger un autre médecin et je n'ai pas ce type de discussion. Donc, je suis désolée pour votre papa, mais ça serait la dernière fois que je bloque pas quelqu'un qui parle mal d'un autre médecin.
je vais interdire toute personne de parler du mal des médecins. Si vous voulez insulter, eh ben, prenez votre aise, mais bien loin de mon live. Parce que la vie est très courte. Et moi, j'ai pas une seule seconde pour parler avec des gens qui respectent pas les médecins.